Disney a une recette qui marche pour les dessins animés, et à chaque fois, ça a été des dingueries. Et après avoir fini Losers-ville, je me sentais un peu vide. Je n'avais aucune série à regarder. Et c'est là que je suis tombé sur Amphibia, qui a un peu le même concept et qui suit la même formule à succès dont Disney a l'habitude. En plus, la série est écrite par le co-réalisateur de Gravity Falls, donc on peut que s'attendre à une série excellente. Et bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, où je vais vous raconter toute l'histoire d'Amphibia, du début jusqu'à la fin. Commence lorsque 3 filles sont transportées en Amphibia. Ces 3 filles sont Anne, le personnage principal, qui est une fille aventurière qui cherche encore à comprendre qui elle est. Marcy, qui est une intello maladroite mais qui sait quand même profiter de la vie. Et la 3e est Sacha, qui est une fille impulsive et très autoritaire. Et ne vous inquiétez pas pour ça pour l'instant, car on va en reparler plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, on va parler de la famille de Anne. Enfin, c'est pas réellement la famille, mais plutôt des gens qui s'occupent d'elle. On a ce qui va devenir son meilleur ami Sprig, une grenouille adolescente, sa sœur Polly, qui est une tétarde très têtue, et leur grand-père étant Opadia, mais que tout le monde dans la série appelle Hop-Hop. Le premier épisode de la série nous plonge tout de suite dans l'histoire. Un habitant nous annonce qu'il y a une bête sauvage en ville. Sprig est déterminé à rendre sa famille fière de lui, en la traquant et en protégeant sa famille. Il tombe finalement sur la créature qui se révèle être Anne. Il la cherchait et il s'est retrouvé pris dans l'un de ses pièges, qu'elle avait placé pour attraper des insectes. Une fois détaché, Sprig se rend compte que Anne, ce n'est pas la créature terrifiante dont tout le monde a peur, mais plutôt une personne qui est complètement perdue. Les deux commencent à parler et Sprig se confie à elle, lui disant qu'il veut se montrer responsable et fort envers sa famille, mais surtout envers son village. Juste après ça, toute la ville se monte pour se débarrasser de Anne. Il l'attache donc au sol et décide de son sort. Sauf que leur discussion est interrompue lorsqu'une énorme menthe religieuse arrive, et les habitants d'Amphibia réalisent que l'insecte était la véritable créature depuis le début. Ils se sont mis en formation de défense et la menthe religieuse a fui. Mais ça, c'était pas à cause d'eux. Ça, c'était à cause d'une autre menthe religieuse encore plus immense. Pendant ce temps, Sprig libère Anne et les deux combattent la menthe religieuse ensemble. Hop-Hop est aussi fier de Sprig pour non seulement avoir trouvé la bête, mais aussi d'avoir protégé Anne. Et quand il se rend compte que ce n'est pas elle la créature, il permet à Anne de vivre avec eux aussi longtemps qu'elle voudra. Mais par contre, elle devra rester dans le sous-sol. Le lendemain, on en apprend un peu plus sur la façon de comment elle a été à Amphibia. Apparemment, elle a volé une boîte magique dans un magasin d'antiquité. Quand elle l'a ouverte, elle a été transformée dans le royaume d'Amphibia. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait sur sa téléportation. Elle déjeune avec les grenouilles. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit leur nom de famille. Leur nom de famille, c'est Plantet. Sprig est rassuré que Anne n'est pas une créature sauvage et il voudrait être ami avec elle. Alors Sprig lui demande d'aller au lac avec lui, car selon Anne, ça lui rappelle chez elle, car aller à la plage était l'une de ses activités préférées. Et Hop-Hop n'aime pas trop cette idée, parce qu'il voudrait que Anne reste à l'intérieur pour que les habitants du village s'habituent à l'existence de Anne. Parce que pour l'instant, c'est toujours un monstre pour eux. Parce que disons que les grenouilles de cette ville ne sont pas très ouverts d'esprit. Ils n'écoutent pas et finissent par lui voler ses clés. Une fois au bord du lac, il semble avoir un énorme panneau indiquant qu'il ne faut pas nager. Quand Anne décide de l'ignorer, Sprig s'inquiète et lui dit qu'il devrait au moins laisser un mot. Et Anne lui répond que s'il veut être un bon ami, il devrait essayer des choses qu'Anne veut. Comme par exemple, aller nager dans le lac. Mais ce que Anne ne comprend pas, c'est qu'un véritable bon ami choisit de protéger ses amis. Même si cela signifie de s'opposer à eux. Que à cause de ça, ils sont attaqués par un serpent géant. Mais ils parviennent à s'échapper, mais de justesse. Une fois rentrés, Hop-Hop vérifie ce qu'ils sont en train de faire et il les surprend en train de jouer à un jeu de société. Qu'après leur mésaventure, ils ont décidé de rentrer et de rester tranquille à la maison. À la fin de l'épisode, on voit l'une des amies de Anne qui est enfermée dans une sorte de donjon. Et c'est là qu'un crapaud lui dit qu'elle a menti sur le fait d'être la seule humaine qu'ils ont trouvée, en lui jetant l'une des chaussures de Anne qu'elle avait perdues dans les bois. De retour chez les Plantaires, Sprig en a marre. Anne et Hop-Hop se disputent tout le temps. Alors, il élabore un plan pour qu'ils aillent à surveiller ensemble les plantations, car d'après lui, un monstre vole toute leur récolte. Les deux acceptent à contre-cœur et campent toute la nuit, tous deux avec leur propre version d'une boisson énergisante. Et en raison de leur nature compétitive, ils se disputent pour savoir qui a la meilleure boisson et quelle est la plus énergétique. Pour le prouver, ils boivent celle de l'autre pour voir si ça fonctionne. Mais en raison du fait que leur monde est hyper différent l'un de l'autre, ils ont chacun un effet psychédélique, les laissant tous les deux halluciner. Et encore une fois, ils nous font bien comprendre que le bleu est la couleur de Anne. Et ils s'attendent à enfin attraper le voleur qui se trouve en réalité être Sprig. Et heureusement, les effets se dissipent parce que sinon, ils allaient vraiment bien s'occuper de lui. Et le plan de Sprig a marché, car maintenant
maintenant, ils sont un peu plus proches qu'avant. Le lendemain, on en apprend plus sur les ancêtres des Plantaires, car dans cet épisode, on a Hop qui évoque leur arrière-grand-père, mais aussi leur arbre généalogique. Sprig ouvre accidentellement un escalier secret. Il décide de descendre l'escalier, car de toute façon, il ne sent pas pouvoir revenir en arrière. Et c'est là qu'il tombe sur le laboratoire de leur oncle. Il découvre qu'il n'était pas seulement un agriculteur, mais c'était aussi un scientifique de génie. Et il regarde un peu toutes les inventions qu'il avait fait. Il découvre de nouvelles salles et en apprennent de plus en plus sur leur ancêtre. Anne finit par lire à propos d'un Plantaire, qui se trouve être un triton, qui n'était pas vraiment de la famille, mais qui a été adopté après avoir fait de longs voyages avec eux. Et elle réalise que elle aussi peut techniquement devenir un Plantaire. Les trois arrivent finalement à s'échapper et ils disent tout ce qu'ils ont appris sur leur ancêtre à Hop. Anne est fatiguée du manque de respect qu'elle a reçu dans toute la ville. Et c'est alors que des guerriers crapauds arrivent en ville. Et Anne en profite pour traîner avec eux. Sauf que Sprig l'avertit, disant qu'ils ne sont pas de bonnes personnes. Cependant, elle n'écoute pas et demande pour être recrutée. Elle a accepté et on lui dit que la seule raison pour laquelle ils sont là, c'est pour collecter les impôts pour le roi qu'ils n'ont jamais reçus. Mais ils en font trop et volent des objets personnels et détruisent la propriété des gens. Pendant ce temps, Sprig espionne Anne pour s'assurer qu'elle est en sécurité. Mais en faisant ça, il remarque que le maire avait gardé l'argent des impôts pour lui. Et Anne confronte les crapauds sur l'argent des impôts parce qu'ils avaient prévu de voler la maison des Plantaires. Sauf que elle avait vu Hop payer ses impôts. Du coup, elle est certaine qu'il a payé. Mais il refuse de l'écouter, même si elle est l'une d'entre eux. Et d'ailleurs, il la rétrograde à cause de sa rébellion. Et à cause de ça, ils se battent. Mais les habitants viennent sauver Anne des crapauds. Et l'épisode se termine avec la ville récupérant l'argent des impôts du maire, Anne étant le héros de la ville. Anne et les autres enfants décident d'aller à un bazar. Et ils font ça pour trouver de nouvelles informations sur la boîte à calamité. Et frustrés que les enfants n'écoutent pas, Hop finit par voler cette boîte et l'enterre dans leur jardin afin de la garder en sécurité. Cette action n'a pas vraiment de conséquences directes, mais à l'avenir, elle aura de terribles conséquences. Le lendemain, on découvre que Sprig s'est en quelque sorte fiancé avec une fille nommée Maddie, qui est une sorte de sorcière spécialisée dans les malédictions. Sauf que Sprig, il a été forcé à ce mariage. Anne lui dit de tout simplement rompre avec elle. Et juste avant de lui dire, il heurte ce gars bizarre qui s'appelle Barry. Anne rompt avec Maddie à la place de Sprig en lui écrivant une note. Et l'instant d'après, on voit un individu jeter une malédiction sur quelqu'un. Et c'est à partir de ce moment-là que des choses étranges commencent à arriver à Anne et Sprig. Les deux comprennent tout de suite que c'est à cause de Maddie et ils lui demandent le remède. Mais elle prétend n'avoir aucun lien avec la malédiction. Sauf que les malédictions ne peuvent être levées que par le lanceur. Et en fait, on se rend compte que ce n'était pas elle qui avait lancé une malédiction, mais plutôt Barry, puisqu'il est l'une des seules autres personnes en ville capables de maudire quelqu'un. Maddie finit par les sauver, faisant que après ça, ils deviennent bonnes amies. Anne reçoit le prix de la grenouille de l'année, puisqu'elle a tant fait pour la communauté. Puisqu'elle a obtenu ce prix, c'est elle qui aura l'honneur d'organiser la fête des grenouilles, qui a lieu chaque année. Anne a de grandes attentes pour sa fête, plus que ce que les amphibiens attendent. Elle veut du drame, du coup elle demande à Sprig d'avouer son amour à Ivy, son coup de cœur de toujours, et que tout soit absolument parfait. Mais ses plans ne vont pas vraiment bien, car les grenouilles ne sont pas habituées à faire la fête dans son style. Et elle est un peu déçue, mais elle décide de changer l'ambiance, et même si ce n'est pas parfait, cela satisfait relativement tout le monde. Et l'épisode se termine avec les grenouilles lui assurant qu'elle mérite le prix de grenouille de l'année. Et finalement, c'est Ivy qui demande à Sprig de sortir avec elle pour qu'il n'ait pas à le faire. Mais à la dernière seconde, on voit Sacha, l'amie d'enfance de Anne. Elle apparaît avec une armure complète et une escorte de crapauds. Et c'est donc là qu'a lieu les retrouvailles de Anne et Sacha. Sacha ? Alors que les grenouilles sont naturellement méfiants, Sacha et l'armée de crapauds les invitent donc à une fête au château, en reconnaissance d'avoir trouvé Anne, et du fait qu'elles vont maintenant pouvoir travailler ensemble pour trouver un chemin vers leur maison. Et Anne assure à tout le monde qu'il n'y a aucun problème à aller chez les crapauds, parce que Sacha c'est son ami d'enfance, donc elle peut lui faire confiance. Sauf que Sprig est un peu méfiant, car il remarque que la plupart des crapauds semblent nerveux, et il veut prendre l'air, sauf que quand il demande pour quitter le château, le garde lui dit qu'il n'est pas autorisé à le faire, car ils ne sont pas autorisés à sortir. Le garde se rend compte de son erreur et lui dit de ne rien dire à personne. Et du coup, Sprig se met à hurler au sujet de leur emprisonnement. Il sait qu'ils ne sont pas des invités, mais plutôt des prisonniers. Pendant ce temps, Anne et Sacha parlent et rattrapent le temps perdu. Lorsque Sacha décide de lui dire la vraie raison pour laquelle les crapauds les ont amenés, qui est de faire un exemple de Hop. Parce qu'apparemment, à cause de la position qu'il a prise contre les crapauds pendant la collecte des impôts, il a commencé à se faire un nom et c'est devenu le visage de la rébellion. Les crapauds les ont tous amenés au château afin de donner Hop en offrande à une créature. Afin de servir
servir à toutes les personnes qui voudraient se rebeller. Anne est évidemment terrifiée par ça, mais elle fait comme si de rien n'était et va vite prévenir les plantaires dans le dos de Sacha. Sauf que Sacha le remarque et affirme que pour en savoir plus sur la façon de comment elle va rentrer chez elle, elle doit lui remettre les grenouilles. Anne, qui depuis son enfance a toujours eu peur de la confronter, se tient devant elle, ce qui entraîne un combat d'épée entre elles. Et Anne gagne le combat. Mais Grimm, au lieu de jouer selon les règles, décide de quand même attraper au pop et de le balancer sur le monstre, afin de pouvoir faire passer leur message. Sauf que le monstre avait été libéré et que la tour entière commence à s'effondrer. Sacha tombe dans le vide, mais Anne la sauve à la dernière seconde, lorsque Sacha décide de se sacrifier en lâchant la main de Anne, la sauvant, elle et sa famille. Et alors qu'elle tombe, elle accepte son destin. Sauf que tout à coup, Grimm la sauve et s'enfuit avec elle et les autres crapauds. L'épisode se termine avec les plantaires qui promettent d'aider Anne à rentrer chez elle. Et pour ça, ils ont décidé d'emménager dans la plus grande ville d'Amphibia. Cette ville, c'est Newtopia. Et ils y vont afin de parler au roi d'Amphibia et de trouver des réponses sur cette boîte mystérieuse. Mais avant de continuer l'histoire de Anne, revenons un peu sur Sacha. Sacha s'est entraîné depuis sa dernière défaite. Et Grimm, au contraire, s'est un peu laissé aller. Sacha pousse Grimm à se battre avec elle afin de construire sa force. Mais il a vraiment la flemme et ne bouge pas d'un muscle. Grimm s'était laissé aller parce que, à cause de sa défaite, tous les crapauds l'avaient abandonné. Sauf 2 crapauds qui leur demandent d'aller dans la ville pour obtenir plus de fournitures. Et alors qu'ils sont dans le magasin de fournitures, ils sont approchés par une guerrière s'appelant la générale Yunnan. Et elle voudrait savoir où est Grimm. Mais on se doute que c'est pas pour des bonnes raisons. Mais il décide de lui rester fidèle et ne lui dit pas un mot sur lui. Elle fait semblant de partir pour juste après les espionner. Et grâce à ça, elle sait maintenant où se trouve Grimm. Elle finit par se battre avec Sacha, qui n'est pas du tout du même niveau. Grimm décide d'intervenir et de l'aider, ravivant son esprit de combat. Après le combat, elle avoue qu'elle se sent mal d'avoir perdu Anne en tant qu'amie, et que la raison pour laquelle elle s'est entraînée si dur, c'est pour ne pas perdre Grimm. Parce que si elle le perd lui, elle n'a plus aucun ami. Le prochain épisode n'est pas très important à la série, mais il fait beaucoup de références à une autre série de Disney. L'épisode commence avec les plantaires qui entrent dans une cabane. Lors de leur visite, ils sont effrayés par différentes figurines de créatures surnaturelles en cire. Et ces statues sont présentées par l'oncle Stan. Sauf qu'ici, il s'appelle le conservateur. À la différence de Stan, il a de mauvaises intentions. Il s'échappe donc de la cabine et finissent par se débarrasser de lui, en retournant ses propres créatures contre lui. Et pour ceux qui n'avaient pas compris, la référence c'était à Gravity Falls. Après ça, les plantaires arrivent enfin à Newtopia, seulement pour se faire dire aux portes qu'il n'y a aucun moyen d'entrer et que la ville est fermée à cause des fourmis qui bloquent l'entrée. Les plantaires pensent qu'ils abusent lorsqu'ils sont attaqués par un essaim de fourmis. Et c'est là que la troisième et meilleure humaine ayant été transportée dans Amphibia nous est présentée, Marcy Wu. Et comme ça, vous savez déjà, mon personnage préféré, c'est elle. Elle abat les fourmis avec ses flèches et elle et Anne se réunissent pour la première fois. Et on apprend que quand Marcy s'est fait téléporter, elle s'est retrouvée à l'intérieur des portes du château et elle est devenue le bras droit du roi. À cause de l'incident avec Sacha, Sprague est hyper méfiant avec elle. Mais après que Marcy le sauve d'araignée, les deux deviennent amis. L'épisode se termine avec Marcy qui demande à Anne si elle sait où est Sacha. Et du coup, Anne lui raconte le combat. Et même si Marcy n'est pas étonnée du comportement de Sacha, elle s'inquiète un peu parce que sur Terre, c'était elle qui prenait les décisions. Mais au final, elles arrivent à s'entendre sur le fait de pouvoir prendre leurs propres décisions et qu'elles sont maîtres de leur propre destin. Et que maintenant, elles ne se feront plus jamais contrôler par quelqu'un. Et en parlant de contrôle, Anne n'est pas contrôlée par Marcy, mais elle se sent un peu inférieure à elle. Parce que Marcy, c'est vraiment une génie. À cause de ça, à chaque fois que Anne est à côté d'elle, elle se sent un peu bête, voire inutile. Et quand Marcy finit par découvrir ce que Anne ressent, elle fait part de sa jalousie. Parce que oui, Marcy est peut-être plus maligne qu'elle, mais elle aimerait bien pouvoir former des liens comme elle le fait avec tout le monde. Après avoir été rassurés, les deux sont capables de travailler ensemble. Et Anne finit par trouver le dernier indice d'un étrange puzzle. Ce puzzle a comme but de les mener au roi. Et le message cryptique qui est prévu pour Marcy, c'est le roi qui lui demande d'apporter les plantaires. Tout le monde va donc au château pour voir ce qui se passe. Et c'est là que tout le monde va rencontrer le roi. Et pour un roi, c'est un gars plutôt sympa, qui donne tout de suite son aide pour aider Marcy et Anne à rentrer chez elle. Et apparemment, il est fasciné par les êtres humains. Il leur offre un hôtel de luxe, mais surtout un accès complet aux archives royales, afin qu'elles puissent trouver toutes les informations nécessaires pour rentrer chez elle. Anne et Marcy découvrent que pour faire fonctionner la boîte à nouveau, ils doivent recharger les cristaux encastrés dans celle-ci, et qu'il y a 3 temples, et que pour chacune des pierres, il y a un temple dédié. Elles vont donc devoir aller dans les temples respectifs, afin de recharger chacun des cristaux de la boîte. Mais avant de partir pour le prochain temple, ils ont évidemment besoin de la boîte. Anne demande au Pop où il l'a mis, et tente de la déterrer de l'arbre dans laquelle il l'avait enterrée. Cependant, il est incapable de la trouver. Sa confiance maintenant brisée, Anne ne le croit
pas. Et elle pense que Hop-Hop ne veut pas qu'elle parte. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais c'est pas vraiment pour ça qu'il l'avait fait. Que Hop-Hop, il comprend à quel point sa famille est importante pour elle. Mais là, elle est trop énervée pour discuter. On finit par la retrouver, après que les habitants de la ville mentionnent que leur objet avait eux aussi été volé. Ils sont capables de la récupérer, et Hop-Hop finit par avouer à Anne que la raison pour laquelle il avait enterré la boîte n'était pas de garder Anne pour lui, mais de la protéger. Parce que depuis la mort des parents de Sprig et Polly, il jure de protéger tous ceux qui lui sont proches, et de ne jamais laisser quelqu'un de sa famille se mettre en danger. Et après tout ça, Anne lui pardonne. Elle n'oublie pas ce qu'il lui a fait, mais elle comprend mieux pourquoi il a fait ça. Hop-Hop, je vous pardonne. Marcy prend la famille de Anne sur sa monture, qui est un oiseau géant. Il se dirige donc vers le premier temple. Après quelques énigmes résolues par Marcy, le groupe passe le test au temple, qui n'était pas de résoudre un des puzzles, mais plutôt pour que Marcy apprenne l'humilité. Parce que Marcy s'est rendu compte dans le temple que les jeux posaient des problèmes à ses amis. Elle décide d'arrêter, même si cela signifie n'avoir aucune chance de restaurer le joyau vert. Et après qu'elle a abandonné, la pierre a émis une sorte de rayon, lui indiquant où était la première gemme. Et c'est là que le premier cristal est chargé en verre grâce à Marcy. Et la boîte émet donc un rayon lui indiquant la direction pour le prochain temple. Pendant ce temps, dans le royaume, la générale Yunnan discute avec le roi. Elle informe le roi de ce qui se passe avec les crapauds. Soudain, le roi apprend que Marcy a réussi sa mission, ce qui l'amène à quitter brusquement sa discussion avec Yunnan. Et il se dirige vers le sous-sol, où il est vu à parler tout seul avec un œil. Anne et ses amis finissent par aller au deuxième temple, qui semble être au sommet d'une montagne. Ils y trouvent un guide qui est un peu suspect. Elle les sabote constamment et essaye de voler la boîte. Et finalement, ils sont tous téléportés à des endroits différents. Et la guide finit par tomber, sauf que Anne se sacrifie pour la sauver, même s'ils se connaissent à peine. Le guide est impressionné par ses actions et accepte de plein gré de recharger le cristal, déclarant que cela fait des années qu'ils attendent quelqu'un comme elle. Sauf que pendant que le cristal est en train d'être rechargé, Anne entend ses amis crier et suppose le pire. Elle prend vite le cristal et demande d'être transportée à nouveau. Et finalement, c'était pas si grave parce qu'ils regardaient juste des vidéos. Et ces vidéos, en fait, c'était celle de Kiyu. Et tant qu'à faire, faites comme eux, n'hésitez pas à vous abonner. L'épisode se termine avec le cristal bleu pas tout à fait chargé. Et ça, on va voir les conséquences plus loin dans la série. Au même moment, Sacha et Grimm arrivent au conseil des crapauds. Et on découvre que les leaders de ceux-ci, c'est justement la sœur de Grimm. Ils proposent une rébellion contre le roi, voulant renverser le gouvernement et gouverner Amphibia eux-mêmes. Et pour l'instant, ils sont totalement contre l'idée, car ils ne croient absolument pas que Grimm et Sacha puissent mener une rébellion. Pour prouver leur force, ils leur proposent alors une quête. Et s'ils la réussissent, ils obtiendront le soutien des crapauds. Ils doivent ramasser le marteau de guerre, gardé par cette créature géante. Sacha l'accepte, ne réalisant pas le danger qui l'attend. Et la bête est tellement puissante que même Grimm en a peur. Il amène avec eux deux autres soldats qui sont absolument terrifiés. Mais Sacha les rassure, disant que aucun mal ne leur sera fait. Et que si vraiment ça se passait mal, ils pouvaient toujours revenir plus tard. Et même si elle a obtenu le marteau, elle a un peu menti au crapaud, parce que ça s'est pas tout à fait bien passé. Et pourtant, même s'il voulait partir, elle a continué de se battre. Donc elle a obtenu le marteau de guerre, mais en contrepartie, elle a perdu deux de ses amis, lui permettant d'avoir une petite réflexion sur la façon de comment elle traite les autres. L'épisode se termine avec Sacha et Grimm ayant le soutien de l'armée des crapauds. Et peu de temps après ça, Marcy, Anne et les Plantaires se dirigent vers le troisième temple afin de compléter les pierres de la boîte. Une fois là-bas, ils finissent par tomber sur Sacha et Grimm et c'est un peu tendu entre eux et on sent qu'il y a une tension. Et ils mentent au groupe et disent qu'ils sont seuls depuis l'incident du château. Sacha s'excuse auprès de Anne pour tout ce qui s'est passé. Elle affirme qu'elle a eu beaucoup de temps pour réfléchir sur elle-même, mais aussi de devenir une meilleure amie. Et Anne lui pardonne et permet à elle et à Grimm de les rejoindre dans leur quête du temple. Anne explique à Sacha que même si elle l'a pardonné pour ce qui s'est passé au château, elle ne la pardonne pas totalement. Parce que c'est pas juste au château, c'est toute sa vie qu'elle l'a manipulée et qu'elle a toujours eu ce qu'elle voulait. Et je te parle pas seulement de la tour des crapauds, mais de la façon dont tu m'as toujours traité. Elle s'excuse sincèrement à Anne et finit le temple et charge le cristal. Et vu que tous les cristaux sont chargés, Anne propose de rentrer tout de suite sur Terre. Et Marcy répond nerveusement de ne pas ouvrir la boîte car cela pourrait être dangereux, ce qui est un peu suspect, mais on verra ça plus tard. Elle a dit à Anne et Sacha qu'elle devait aller rendre la boîte au roi, afin de s'assurer qu'ils ouvrent le portail en toute sécurité. Anne et Sacha l'écoutent et commencent leur voyage du retour. Et pendant le trajet, Grimm demande à Sacha si le plan qu'ils avaient tous les deux derrière la tête était toujours prévu. Et on apprend que ses excuses étaient bidons, et que elle et Grimm ont des intentions
dimension bien plus sombre. De retour chez les Plantaires, ils invitent Sacha et Grimm pour un dîner. La tension est élevée durant ce dîner, particulièrement entre Sprigg et Sacha, car Sprigg ne fait toujours pas confiance à Sacha. Sacha pète un câble. Après qu'on lui ait rappelé pour la 5e fois qu'elle a essayé de tuer la famille de Anne, elle commence à lui crier dessus, disant qu'elle ne veut pas changer pour devenir une meilleure personne. Elle aime la façon dont elle est. Ce à quoi Anne répond qu'elle est d'accord avec ça. Elle ne veut pas qu'elle change. Elle veut juste qu'elle réalise qu'elle a grandi et qu'elle n'a pas besoin que quelqu'un lui dise constamment quoi faire ou même de prendre soin d'elle. Et l'épisode se conclut avec Sacha qui respecte enfin Anne. Et l'épisode qui suit est l'épisode qui conclut la saison 2 et l'épisode le plus important de toute la série, à tel point qu'il a une note presque parfaite et a même un avertissement en début d'épisode. Mais rentrons dans le dernier épisode de la saison 2. Finalement, les filles sont capables de ramener la boîte au roi. Mais il se trouve qu'il y a un petit problème. Sacha trahit Anne une fois de plus, en volant la boîte et en revendiquant que maintenant, avec le pouvoir de la boîte, elle et Grimm vont régner sur Amphibia. Anne perd tout espoir en Sacha, même après leur discussion de hier, disant à Sacha qu'elle ne veut plus jamais être amie avec elle. Sacha veut donc la renvoyer sur Terre, la séparant de sa famille grenouille et la bannissant d'Amphibia. Mais la boîte ne s'ouvre pas. Du coup, à la place, elle les envoie dans la prison, pendant qu'ils trouvent un moyen pour faire fonctionner la boîte. Anne, Marcy et les Plantaires arrivent à échapper à leur destin, grâce au secours du général Yunan. Pendant ce temps, Sacha et Grimm cherchent quelque chose pour faire fonctionner la boîte, et trouvent des preuves sur le roi, cachant quelque chose de sinistre en rapport avec la boîte. Quelque chose que Anne et Marcy ne savent pas. Alors je crois qu'on a bien fait de l'arrêter. Anne la rattrape, et Sacha fait part de ses inquiétudes à propos des intentions du roi. Sauf que Anne refuse de l'écouter, en raison de toutes ses manipulations. À cause de ça, Anne est toujours déterminée à ramener la boîte au roi, et elle réussit même à le faire, malgré les avertissements de Sacha. Sauf que dès que le roi a la boîte, il prend un peu son temps pour les ramener, même un peu trop. Pendant cette longue pause, il explique son désir de voyager sur Terre, révélant ainsi ses véritables intentions. Il veut voyager sur Terre et bien d'autres dimensions pour s'emparer de ces mondes, comme ses ancêtres le faisaient à l'époque. Marcy dit au roi que ce n'était pas le plan original, laissant Anne et Sacha surpris, car Marcy savait que quelque chose de mal se passait. Il la confronte et elle avoue que c'est elle qui les a amenés dans ce monde, parce que dans un flashback, on nous explique qu'avant l'anniversaire de Anne, Marcy avait appris que son père avait reçu une nouvelle offre d'emploi dans un état différent, ce qui signifie que Marcy aurait dû s'éloigner et quitter Anne et Sacha pour toujours. Donc quand elle a appris ça, Marcy a fait quelques recherches et elle a découvert la boîte à calamité, pensant qu'elles auraient pu vivre des aventures à travers les différentes dimensions. Elle a décidé de les envoyer tous les trois Amphibia sans que Anne et Sacha savent pourquoi. Anne est sous le choc et la trahison de Marcy n'est pas la seule mauvaise nouvelle, car elle voit le roi tenir Sprigg au-dessus du vide, menaçant de le faire tomber si Anne ne lui donnait pas la boîte. En raison du fait que c'est son meilleur ami, Marcy donne la boîte, même si cela signifie de détruire la Terre. Mais une fois entre ses mains, il décide de quand même laisser tomber Sprigg. Marcy se jette pour le sauver en utilisant son oiseau géant. Anne, pensant que Sprigg était mort, canalise l'énergie qui ressemble au cristal bleu, produisant une aura bleue tout autour d'elle, et elle obtient une nouvelle forme. Ramenez-le-moi! Ramenez-le! Avec sa nouvelle forme, Anne bat très facilement le roi, sauf que cette forme puise dans toutes ses forces, et elle est épuisée. De retour avec Anne, Marcy vole la boîte et l'ouvre pendant que le roi est distrait, permettant à Anne et aux Plantaires de retourner sur Terre. Quand ils se retournent pour faire venir Marcy avec eux, ils la voient poignardée par le roi. Il faut juste... Regarde ce que tu m'as forcé à faire. L'épisode se termine avec la supposée mort de Marcy et Anne les Plantaires se retrouvant enfin à Los Angeles, c'est-à-dire sur Terre. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais dans cet épisode, Polly a obtenu ses jambes. Bon, ok, c'est pas très important, mais c'est quand même bien de le préciser. Anne est certaine que d'une manière ou d'une autre, que Marcy est en vie. Anne et les Plantaires finissent par retourner à la maison des parents de Anne. Après tout ce temps, Anne est enfin de retour chez elle. Et c'est donc à ce moment-là qu'a lieu les retrouvailles avec ses parents. Et aussi les Plantaires. Elle lui explique plus ou moins ses aventures, hormis ce qui vient de se passer récemment, et ses parents comprennent. Et d'ailleurs, ils n'ont pas trop peur des Plantaires, mais ils prévoient de les rendre à la police, pour ne pas avoir à s'occuper d'eux. Anne les supplie de ne pas le faire, et ils finissent par céder, en disant qu'ils peuvent rester autant qu'ils veulent, mais que dès qu'ils pourront retourner en Amphibia, ils devront rentrer chez eux. N'ayant rien à faire, Anne et les Plantaires supplient les parents de Anne pour aller au magasin avec eux, et ils peuvent aller avec eux tant qu'ils ne posent pas de problème. Pendant ce temps, à Amphibia, on nous montre que le roi garde Marcy en vie, dans une sorte de réservoir de rajeunissement, disant que son travail n'était pas encore terminé. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on apprend que le roi a l'intention de tuer Anne, pour qu'il n'y ait plus personne l'empêchant de s'emparer des mondes. Il faut qu'il soit le seul à avoir le potentiel
potentiel du pouvoir de la boîte. Afin de la tuer, il envoie de ses robots sur Terre. Mais le robot s'avère être défectueux, étant battu facilement par les Planters et Anne. Anne utilise encore une fois de ses pouvoirs pour se débarrasser de lui. Mais donc, encore une fois, elle s'évanouit après l'avoir fait, confirmant le fait que ce pouvoir épuise ses forces. Du coup, à partir de maintenant, ils ne vont l'utiliser que en cas extrême. Et le premier épisode de la saison 3 se finit avec Anne ayant l'approbation de ses parents, ayant remarqué qu'elle a gagné en maturité et qu'elle était capable de prendre soin d'elle, mais aussi de protéger sa propre famille. L'épisode d'après, on apprend ce qui s'est passé du point de vue de Sacha. Sacha et Grimm s'étaient échappés du château et ils se sont dirigés vers le seul endroit où ils se savent en sécurité, la maison des Planters. Grimm s'y réfugie, mais Sacha n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à dormir dans cette maison car elle appartient à des personnes à qui elle a ruiné la vie. Elle va donc dormir dans la grange. Quand ils arrivent à Wartwood, la ville où vivait Anne, ils disent aux habitants que Anne les envoyait là-bas pour les protéger. Ce qui n'est pas vrai, mais comme ça, elle n'a pas besoin de s'expliquer. Mais Sacha regrette un peu, et pour la première fois de la série, elle souhaite protéger les villageois de Wartwood et être une bonne personne qui mérite d'avoir des amis comme Marcy et Sacha. Et pour ce faire, Sacha va protéger les habitants d'une armée de robots en route pour détruire Wartwood. Elle était prête à se battre seule, mais est surpris que les habitants savent se défendre. Grimm choisit de rester aux côtés de Sacha, et tous ensemble, ils battent l'armée de robots. Cet épisode se termine avec Sacha qui prévoit de riposter contre le roi afin de sauver ses amis. Le roi en a marre que le robot qu'il a envoyé ne tue pas Anne. Il décide donc de lancer son mode d'autodestruction et que s'il ne l'a pas tué dans les 24 heures, il va tout simplement exploser. En raison de l'urgence, le robot ne se tracasse plus de s'il va être vu ou pas. Il attaque Anne en public, y compris devant les parents de Anne, qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Anne se bat avec le robot, elle utilise ses pouvoirs et le bat, mais s'évanouissant encore une fois à cause de l'énergie qu'elle a utilisée. Et ils rentrent chez eux sans problème. Enfin, du moins, pas tout à fait. Un agent du FBI avait pris une photo de leur combat. Ils vont donc commencer à enquêter avec les créatures surnaturelles qui sont maintenant dans leur monde. De retour en Amphibia, on nous montre le général Yunnan, ainsi que la princesse Olivia. Elles veulent faire une rébellion contre le roi, car elles remarquent bien qu'il perd la tête. Elles décident de libérer Marcy, car elle est la seule capable de le battre. Après avoir réussi à la libérer de son tube, chacun est arrêté par un hologramme, représentant leur pire cauchemar. Et tout le monde est tourmenté par son passé. Mais Marcy remarque quelque chose de bizarre. C'est qu'au fait, elle voit que c'est des hologrammes. Tout ce qu'elle voit, c'est faux. C'est un peu comme une réalité virtuelle. Elles finissent par remarquer que ce sont des yeux qui sont responsables de la projection de ces visions. Et les trois se débarrassent donc de leurs visions. Mais elles sont interrompues par le roi, qui révèle qu'il n'est pas le grand méchant de cette série, que quelqu'un de bien plus puissant se cache, et que ce quelqu'un a besoin d'un autre, et demande le corps de Marcy. La princesse et le général tentent de l'empêcher, mais le roi réussit à attacher le corps de Marcy, permettant ainsi à son chef d'infiltrer son corps et de la posséder, avec la nouvelle identité de Marcy étant le noyau. Salut tout le monde. Du côté de Anne, les Planters ont le mal du pays. Ils finissent par culpabiliser Anne au point de les laisser aller au musée afin de rencontrer une scientifique spécialisée dans les portails dimensionnels. Une fois là-bas, la scientifique fait marcher le portail. D'ailleurs, si vous avez pas remarqué, il y a une petite référence à Luz Houseville et je trouve qu'elle est plutôt sympa. D'ailleurs, si vous avez pas vu la vidéo, allez la voir. Cependant, le portail ne va pas amphibien. Le portail ne fonctionne pas et il explose. Tout le monde va bien, sauf que les Planters ont perdu leurs vêtements et tout le monde remarque que c'est des grenouilles. La scientifique veut kidnapper les Planters pour faire des expériences sur eux, afin qu'elle puisse devenir célèbre dans le domaine scientifique. Seulement pour être arrêtée par Anne et l'autre scientifique qui travaillait avec elle, car elle trouvait qu'elle était méchante avec elle, et aussi qu'elle était folle. Les Planters sont donc toujours coincés sur Terre, mais au moins la nouvelle scientifique va les aider à construire un portail, car elle utilise la science pour le bien. Juste après ça, les Planters sont capturés par Monsieur X du FBI, qui a reçu l'ordre de les collecter et d'effectuer des expériences. Anne et ses parents font équipe pour les sauver, y compris le scientifique de l'épisode précédent. Les humains réussissent à aider les Planters à s'échapper et sont aussi surpris par les scientifiques qui parviennent à voler un générateur qui, espérons-le, aura assez d'énergie pour alimenter le portail. Malheureusement, la quantité d'énergie est insuffisante. Et si même ça marche pas, tout est perdu. Mais c'est alors que Anne choisit d'utiliser ses pouvoirs afin de donner au portail l'énergie nécessaire. Heureusement, Anne et les Planters sont en mesure de traverser le portail durant la courte période où il est activé. L'épisode se termine avec eux retournant en amphibien, découvrant le chaos et la destruction omniprésents.
présente dans leur monde. Maintenant qu'ils sont amphibiens, ils retrouvent Sacha. Et c'est maintenant à Anne d'être la chef de la rébellion. Anne ne comprend pas pourquoi Sacha lui cède le pouvoir, et Grimm aussi d'ailleurs, parce que Sacha a toujours été un excellent leader. Au début, les choses se passaient plutôt bien avec Anne qui était le nouveau leader. Mais d'avoir les responsabilités de tout le monde, c'est pesant pour Anne. Elle supplie donc Sacha de redevenir le leader, qui refuse sans lui dire pourquoi. Et au fil de l'épisode, elle finit par avouer qu'elle ne veut plus être le leader, parce que la dernière fois qu'elle l'a été, elle a ruiné son amitié avec elle. Anne lui assure qu'elle choisit d'elle-même de lui faire confiance, et qu'elle voit bien qu'elle a changé. Sacha reprend son rôle de leader, et tout se passe beaucoup mieux. L'épisode qui suit n'est pas très important à la série, mais la fin de celui-ci est hyper importante, parce que la mère Salamandre, qui est l'une des créatures les plus vieilles de ce monde, leur révèle qu'il y a une prophétie autour de la boîte à calamité. La prophétie dit que 3 personnes vont puiser dans le pouvoir des 3 GM, car chacune possède un pouvoir puissant à sa manière. Et ces 3 personnes vont sauver Amphibia de la destruction. Et vous vous doutez bien, ces 3 personnes, c'est Anne, Sacha et Marcy. Mais pour l'instant, c'est mal parti pour qu'elle se réalise. En parlant de Marcy, elle n'existe plus vraiment. L'antagoniste de la série a pris possession de son corps, et son nom est le Noyau. On apprend l'histoire derrière le roi et le Noyau. Tout a commencé quand le roi était encore un jeune garçon. Son père lui a donné accès à la boîte magique, lui accordant le pouvoir sur le royaume. À l'époque, la boîte avait comme but de servir de portail pour aller prendre les ressources sur les autres planètes. Il avait une meilleure amie qui se nommait Feuille, qui a eu une vision horrible après avoir touché la boîte. Elle a averti le roi de ce qu'elle a vu, sauf que Andrea il n'ose pas se rebeller. C'est quand même son père. Elle le trahit et vole la boîte dans son dos. Et elle s'enfuit avec la boîte, l'emmenant le plus loin possible. De retour dans le présent, le roi parle au Noyau, en disant que cela fait 1000 ans qu'ils attendent ça. Et le père de Andrea lui parle à travers le Noyau, car on apprend que le Noyau est un amalgame de tous les génies et tous les guerriers d'Amphibia, depuis des milliers d'années. Afin de combattre le roi, Anne et Sacha décident de faire travailler ensemble les 3 espèces d'Amphibia: les crapauds, les grenouilles et les tritons. Apparemment dans leur histoire, les 3 groupes ne se sont jamais entendus. Mais pour être plus forts, ils doivent unir leurs forces. Au début, aucun des groupes ne voulait travailler ensemble, mais quand ils ont vu la colère de Anne, ils se sont un peu forcés à s'entendre, prouvant qu'ils peuvent travailler ensemble. Et soudain, la mère Salamandre arrive, informant à Anne que le roi a prévu d'attaquer la Terre aujourd'hui, ce qui signifie qu'ils doivent aller se battre ce soir. Anne et Sacha commencent leur voyage avec leur armée jusqu'au château. Elles discutent de ce qu'elles vont faire pour Marcy et sa trahison. Les deux sont prêts à la pardonner et à passer à autre chose, car elles comprennent pourquoi elle a fait ça, même si c'était un peu mal placé. Une fois là-bas, les 2 armées se battent avec Anne, Sacha et les Plantaires, se faufilant dans le château dans l'espoir de trouver la boîte à calamité et aussi sauver Marcy. Mais avant ça, ils doivent se battre avec le commandant Yunnan et Olivia, qui semblent être contrôlés par des colliers lumineux. Ils sont finalement capables de les briser, les libérant de leur possession. Elles avertissent les filles du danger, mais elles ne le remarquent même pas. Et c'est là qu'elles découvrent ce qui est arrivé à Marcy. Sacha et Anne essayent de saisir la boîte, mais elles sont trompées par un hologramme. Le Noyau apparaît et leur assure que Marcy est toujours là-haut, du moins d'une certaine façon. Et selon les souvenirs de Marcy, elle ne semble pas être très amie avec elle, en se basant sur la façon dont les 3 se traitaient. Cela tourmente Sacha, car elle sait que c'est elle qui a à blâmer pour la plupart des disputes. Le Noyau annonce qu'ils vont voyager sur Terre, mais d'un dernier espoir pour se sauver, Anne souligne le fait que si on la tuerait, cela pourrait potentiellement endommager la boîte, car elle et l'énergie de la boîte sont liées, surtout le cristal bleu, et que le fait de la tuer, cela pourrait risquer que la boîte ne fonctionne plus. Grâce à ça, Anne reste en vie, mais elle va voir son monde être détruit. Le Noyau et Andrea ouvrent un portail massif vers la Terre, en y entrant avec leur navire et même le château. C'est donc le début de leur invasion. L'invasion de la Terre a commencé, et Anne manque à l'appel. Ses parents ont fait alliance avec le gouvernement afin de protéger la Terre. Et chacun a un combat en rapport avec son histoire. Parce que le Noyau avait emmené les hérons qui avaient tué les parents de Sprighioli. Et au peuple raconte l'histoire au complet. Cela est arrivé lorsqu'une nuit, il était parti en voyage, et à son retour, il avait trouvé leur village complètement détruit par ces bêtes. Et qu'il était arrivé trop tard pour sauver leurs parents. Et avec cette histoire en tête, les Plantaires sont pétrifiés par la peur. Mais ayant un excès de courage et voulant se venger de leur oppresseur, ils décident de se battre. Et ils arrivent à battre les hérons, ce qui fait qu'ils ont enfin pu venger leurs parents. Pendant ce temps, on nous montre ce qui se passe à l'intérieur du Noyau. Marcy a de vagues souvenirs de la façon dont elle est arrivée là, mais elle est distraite par une énorme bibliothèque et tout un monde à explorer. Elle est accueillie par
par le père du roi qui lui explique qu'elle est la première humaine à être admise dans le noyau. De retour sur Terre, il ne reste plus aucune trace de la vraie Marcy et seul le noyau demeure. De son côté, le combat final va commencer entre Anne et le roi. Et le roi propose un arrangement. Celui qui gagne décidera du sort de la Terre. Pendant le combat entre Anne et le roi, Sacha est en train de se battre avec le noyau. D'ailleurs, pour pas se répéter, le nom de la fusion entre Marcy et le noyau, c'est Darcy. D'ailleurs, à l'intérieur de elle, Marcy réalise enfin qu'elle est dans une sorte d'illusion. Après qu'une fausse version de Sacha et Anne ait prétendu aimer tout ce qu'elle aimait. Ce qui est quelque chose que Marcy sait être faux. Et Marcy, elle voit bien que c'est pas ses amis. Elle confronte donc le père du roi et souhaite ne plus être coincée à l'intérieur du noyau. À cause de ça, elle est condamnée aux ténèbres éternelles, n'ayant pour seule compagnie une photo de ses amis. De retour dans les combats, Sprigg et le FBI découvrent une lettre secrète écrite par feuille au roi, disant au roi qu'elle l'a toujours aimé comme un ami, malgré tout ce qui s'était passé entre eux, et qu'elle lui implorait de ne pas se fermer aux autres. Et c'est là que le roi se rend compte de ses erreurs, qu'il était sincèrement ami avec Marcy, et il s'en veut de l'avoir donné au noyau. Et d'ailleurs, on le remarquait un peu avant, parce qu'il essayait toujours de gagner du temps, pour passer plus de temps avec son ami Marcy. Et c'est en lisant la lettre de feuille qu'il se rend compte de toutes ces erreurs qu'il a causées. Cela lui fait se rendre compte qu'il a causé tant de destruction et de chagrin, et que maintenant il ne peut rien faire, hormis essayer de se racheter et d'aller de l'avant. C'est donc dans cette scène émouvante qu'on se rend compte qu'Andrea n'a jamais été véritablement méchant. Il n'a jamais été véritablement mauvais. Il a plutôt été manipulé par son père toute sa vie. Tout ça dans le seul but de le rendre fier, ce qui n'est jamais arrivé. Et de retour dans le château, alors que Darcy est distrait, Sacha coupe la connexion entre le noyau et Marcy, causant la mort de celui-ci. Anne utilise ses pouvoirs et se jette sur le roi. Sauf que le roi se laisse faire, parce que pour lui, c'est le seul moyen qu'il a de se racheter. Et à la dernière seconde, Anne le remarque. Du coup, elle détruit juste son armure et le laisse tranquille. Après que Anne soit remontée dans le château, elle trouve Sacha et Marcy saines et sauves, et ayant toutes leurs capacités. L'épisode se termine avec le groupe retournant Amphibia pour annoncer leur victoire aux amphibiens. Et on pourrait se dire que c'est la fin, sauf qu'au fait, la lune est devenue rouge et elle se dirige vers leur monde. Là, on va rentrer dans le dernier épisode de la série, celui qui va tout conclure. Il commence avec le roi qui explique à tout le monde que le noyau a comme plan de secours de s'attacher à la lune et de détruire Amphibia, effaçant toute vie avec lui. Il préfère se détruire et entraîner tout le monde dans sa chute plutôt que de vivre dans un monde où il n'est pas souverain. Sauf que la mère Salamandre révèle aux filles que la prophétie est en train de se réaliser et qu'elles ont besoin de puiser dans les énergies de la boîte et de retrouver le plein potentiel de leur pouvoir. Et c'est à ce moment-là que Sacha et Marcy obtiennent toutes les deux une nouvelle forme, un peu similaire à Anne et de même niveau de puissance. Elles se dirigent vers l'espace et commencent à se battre avec les sbires du noyau, chacune à leur manière. Et on a un moment stylé avec chacune d'entre elles, avec Sacha, avec Marcy et évidemment avec Anne. Et elles arrivent à abattre très facilement ces sbires, sauf que pour arrêter la lune, c'est un peu plus compliqué. Et même à 3, elle n'y arrive pas. Du coup, Anne n'a plus qu'une seule solution. Elle doit utiliser les 3 pierres à elle seule en même temps. Mais elle sait les conséquences d'avoir un si grand pouvoir. Un si grand pouvoir dans un si petit corps pourrait signifier sa mort. Et même si tout le monde cherche une autre solution, Anne n'a pas le choix. Il ne reste plus que ça à faire. Sprigg n'arrive pas à croire que Anne va se sacrifier et il monte sur la lune pour la supplier de revenir. Mais il est trop tard. Et Anne lui dit que de toute façon, elle n'aurait pas changé d'avis. En utilisant la puissance des 3 pierres, Anne terrasse le noyau et elle redescend sur Terre. Et comme prévu, elle succombe dans les bras de Sprigg. Elle s'évapore et flotte dans le ciel. Et là, c'est la fin pour Anne. Du moins, c'est ce qu'on aurait pu penser. Anne se réveille d'un endroit étrange et une maison qui l'apaise. Une fois à l'intérieur, Anne est accueillie par un ancien gardien qui était chargé de créer les pierres, qui est un peu comme le dieu de ce monde, qui a pris l'apparence de son chat car il a dû se créer une enveloppe physique pour que le cerveau de Anne puisse parler avec elle, car sa véritable forme dépasse les limites de la compréhension humaine. Vu tous ses exploits, il demande à Anne si elle est prête à prendre sa position en tant que dieu et surtout en tant que gardien des pierres. Anne refuse car selon elle, elle est encore trop immature et qu'elle a encore toute une vie à vivre, à faire des erreurs et à grandir, et qu'un enfant de 13 ans ne devrait pas être responsable de l'univers, car elle pourrait tout gâcher et détruire l'univers justement. Grâce à ces sages paroles, le gardien décide de renvoyer Anne sur Terre et lui dit qu'il la fera revenir dès qu'elle atteindra la fin de sa vie, en espérant qu'un jour dans son avenir, elle acceptera d'être la gardienne de l'univers. De retour à Amphibia, tout le monde est heureux que Anne est en vie et saine et sauve. Les filles retrouvent les 3 derniers éclats de pierre, réalisant qu'elles n'ont qu'un seul trajet à faire, le trajet du retour. Cela va donc être la dernière fois qu'elles vont voir leur amie. Elles font donc leur adieu aux personnes qu'elles
aiment le plus à Amphibia. Anne a sa famille d'Amphibia, Sacha a Grimm et même Marcy au roi. Et à la fin de cette série, on peut voir ce que tout le monde est devenu des années plus tard. Polly et Sprig sont heureux à Amphibia et ont bien grandi. Ils célèbrent avec tout le village la bravoure de Anne, glorifiant ses exploits avec une statue à son effigie. En gros, Anne, c'est devenu le héros d'Amphibia. Et de leur côté, Marcy et Sacha ont plutôt bien réussi leur vie. Elles ont un métier qu'elles aiment et elles ont enfin appris à se trouver. Et la série se termine avec Anne travaillant dans un zoo, spécialisé dans les amphibiens. Ce qui est assez logique la connaissant. Et on voit Marcy et Sacha la rejoindre, démontrant que leur amitié a survécu aux épreuves du temps. Et ça, c'était l'histoire de Amphibia.